Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Le centre touristique d'Istanbul a été pris pour cible par un kamikaze syrien, selon le président Erdogan. Une explosion qui s'est produite entre la mosquée Sainte-Sophie et la mosquée Bleue, peu après 10h, heure locale. Il était aux alentours de 10h20 à Istanbul. Un bilan fait état ce soir de 11 morts selon les médias locaux et 15 blessés. La majorité des victimes est allemande. Selon le ministre allemand des Affaires étrangères, il y aurait au moins 8 Allemands parmi les victimes. Et selon le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu, l'auteur de l'attentat est un djihadiste de l'organisation de l'État islamique. On va en parler de cet attentat avec nos invités, avec vous Ali Onaner. Bonsoir, vous êtes ministre conseiller à l'ambassade de Turquie en France. Avec nous Ariane Bonzon, bonsoir. Vous êtes reporter indépendante, spécialiste de la Turquie et on peut vous lire notamment sur le site Slate. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu. Nous allons poursuivre avec détermination notre combat contre l'organisation de l'État islamique qui a mené cette attaque. Nous trouverons les instigateurs de cette attaque et ils seront punis comme ils le méritent. Ali Onaner, qu'est-ce qui vous fait dire ce soir que c'est l'organisation de l'État islamique, une organisation qui n'a pas revendiqué cet attentat? Alors, tous les éléments dont disposent nos différents services nous montrent qu'il s'agit très probablement de l'État islamique. Très probablement, donc ce n'est pas certain encore. Alors, notre Premier ministre peut l'affirmer, donc on est très proche d'éléments certains. Mais, comme vous le savez, la Turquie lutte depuis longtemps contre le terrorisme international venant de Daesh ou du PKK ou d'autres organisations. Donc, et on a vu dans le passé que des organisations ont pu s'allier pour commettre des attentats. Mais, je le répète, les éléments dont nous disposons actuellement, auxquels notre Premier ministre vient de faire référence, nous laissent penser qu'il s'agit très probablement d'un nouvel attentat de Daesh. Est-ce que des mesures de sécurité, est-ce que les mesures de sécurité vont être renforcées à Istanbul et est-ce qu'il est possible, comme ça a été le cas en Tunisie ou encore en France, qu'un état d'urgence soit décrété ? Alors, la question de l'état d'urgence n'a pas été évoquée, mais la Turquie, luttant depuis des années contre le terrorisme international, a les outils nécessaires pour mener cette lutte et a déjà des mesures très sévères pour assurer la sécurité. Vous avez des outils nécessaires. Enfin, c'est quand même ces 6 derniers mois, il y a quand même eu 3 gros attentats. Un à Çoruk, dans le sud-est de la Turquie. Un autre à Ankara, qui a fait 103 morts, c'était en octobre dernier. Et aujourd'hui, à Istanbul, 10 morts. Alors, malheureusement, c'est lourd comme bilan. Malheureusement, la Turquie est en première ligne dans cette lutte internationale contre le terrorisme. Donc, la Turquie a pu être attaquée malgré toutes les mesures prises, comme d'ailleurs la France a pu l'être encore aujourd'hui. Mais la vulnérabilité de la Turquie face à une éventuelle prochaine attaque n'est pas plus grande que d'autres grandes villes européennes. Ariane Bonzon, pourquoi l'organisation de l'État islamique s'en prend aujourd'hui à la Turquie? Alors, si c'est l'organisation de l'État islamique. Alors, premièrement, oui, c'est ça le problème. Les 3 attentats en juillet et en octobre n'ont pas été revendiqués par l'État islamique. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que elle peut jouer alors qu'elle revendique tous les attentats. Tous. Elle peut jouer de cette confusion. Ça peut lui permettre, comme vous savez que l'autre ennemi de l'État islamique, ce sont les Kurdes, elle peut jouer de ça. Ça peut être aussi l'intérêt du gouvernement de laisser cette confusion. Donc, tout ça est un peu compliqué. Je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur Onaner. Pourquoi est-ce que, pour ces 3 attentats, il n'y a pas eu de revendication? Mais il y a quelque chose de plus grave encore, enfin, pas plus grave, mais aussi dont on ne parle peu. Ce sont les exécutions extrajudiciaires de militants anti-État islamique qui ont trouvé refuge. Notamment un journaliste syrien, il n'y a pas très longtemps, qui a été assassiné sur le territoire turc. 2 activistes. Et ça, c'est très inquiétant parce que la Turquie se veut un pôle veut accueillir un certain nombre de réfugiés syriens et désormais, ils sont de moins en moins en sécurité en Turquie. Donc ça, c'est un élément très inquiétant. Ali Onaner, on se pose la question, et vous l'avez évoqué, Ariane Bonzon, l'ennemi quand même numéro 1 jusqu'à présent pour la Turquie, c'était les Kurdes. C'est là où vous avez quand même concentré toute votre force, tout votre combat sur les Kurdes. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé
d'ennemis. Est-ce que votre ennemi numéro un, finalement, aujourd'hui, ce n'est pas l'organisation de l'État islamique? Les Kurdes, quand même, qui aident la coalition à combattre au sol l'organisation de l'État islamique. Alors, permettez-moi de faire une première correction. La Turquie n'a jamais lutté contre les Kurdes. La Turquie, contre le PKK, on va être précis. Lutte contre l'organisation terroriste PKK. Avec laquelle vous avez négocié tout de même. À partir de 2009, vous avez lancé un processus de négociation. Alors, c'était une organisation qui était prête à négocier. Donc, le terme négociation n'est pas le bon. Mais bien sûr, vous n'aviez rien à négocier. Certaines personnalités influentes au sein du PKK ont aussi joué un rôle dans le processus que la Turquie menait avec les Kurdes de Turquie. Là, il n'y a aucune ambiguïté. Mais autant sur cet élément, il n'y a pas d'ambiguïté, autant sur le caractère terroriste du PKK, reconnu aussi bien par la France, les États-Unis et d'autres pays européens, il n'y a aucune ambiguïté. Et il est très important... Est-ce que vous n'avez pas trop concentré, je vous repose la question, trop concentré vos forces sur la lutte contre les Kurdes du PKK et non pas sur l'organisation de l'État islamique? La Turquie, vous le savez, on a souvent posé la question ici sur le plateau, qui a joué, certains le disent en tout cas, double jeu avec l'organisation de l'État islamique. Oui, alors ça c'est une accusation mal intentionnée. Mais la lutte que la Turquie a été obligée de mener contre le PKK parce que le PKK a cassé cette, entre guillemets, trêve qu'elle avait choisi d'adopter pour ne pas nuire plus encore au processus que la Turquie menait. La Turquie a été obligée de renforcer à nouveau sa lutte contre le terrorisme du PKK. Ça a été fait, c'était une obligation et c'est normal. Mais la Turquie... Est-ce que maintenant vous allez renforcer votre lutte contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique? Finalement, c'est ce qu'on a envie de savoir ce soir. On a un peu l'impression tout de même que le gouvernement turc a voulu instrumentaliser ou s'est dit plus fort que l'État islamique en instrumentalisant l'État islamique contre les Kurdes. Ils espéraient beaucoup au fond. Non, de manière très claire, ça n'a jamais été le cas. Ils espéraient beaucoup que l'État islamique... On laisse terminer Ariane Bozon et vous allez répondre. Ils espéraient beaucoup que l'État islamique empêcherait la constitution d'une entité kurde au nord de Syrie. Entité kurde qui était favorisée aussi par Bachar el-Assad, il faut savoir, parce que Bachar el-Assad a joué la carte kurde aussi contre les Turcs. Donc le gouvernement turc se dit le seul qui peut empêcher cette constitution d'entité kurde au nord de la Syrie, c'est l'État islamique. Et il ne voulait absolument pas, l'État turc ne voulait pas d'une entité au nord de la Syrie, parce que ça pouvait donner des idées, entre guillemets, aux Kurdes de Turquie, qui n'avaient peut-être pas besoin de ça pour avoir des idées, mais enfin ça c'est une autre histoire. Or, maintenant cette entité existe, et effectivement c'est une base arrière pour les Kurdes de Turquie, qui, monsieur Onaner dit au fond, les Kurdes ne sont pas tous PKK, mais tous les Kurdes voulaient la paix, et tous les Kurdes sont extrêmement déçus, et ont l'impression d'avoir été baladés par le gouvernement turc, qui a initié des négociations, et qui n'ont rien donné. Et du coup, il y a une colère. Alors, je vais répondre en commençant par la fin. Moi, je voudrais que surtout que vous répondiez à cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez concentrer vos forces sur la lutte de l'organisation de l'État islamique? La Turquie mènera sa lutte contre le terrorisme international, y compris avec le PKK et avec Daesh, avec tous les moyens dont elle dispose, comme elle l'a fait depuis le début de l'émergence de ce risque terroriste Daesh. La Turquie a été le premier pays à reconnaître Daesh comme terroriste. La Turquie a été, depuis le début, même si ça n'a pas été suffisamment bien perçu ici, a été dans la première ligne depuis le début dans la lutte contre Daesh. Ensuite, pour il y a eu un changement, il y a quand même eu un virage. Ariane Bozon, allez, Ariane Bozon, réagissez sur ça. Permettez-moi de répondre aux affirmations précédentes de Mme Bozon. C'est-à-dire, permettez-moi d'abord de répondre. Sur cette politique ambiguë que vous je dois d'abord répondre au fait que la Turquie aurait laissé faire Daesh pour empêcher les Kurdes d'avoir une certaine... je n'ai pas dit laisser faire, j'ai dit... L'État islamique était intéressant pour la Turquie parce qu'ils avaient un ennemi commun. Vous faites un raccourci erroné. La Turquie a effectivement dit que les Kurdes de Syrie, qui n'étaient pas présentes dans certaines régions du nord de la Syrie... Qui sont maintenant les alliés d'Américains. ...devaient être empêchés d'effectuer une épuration ethnique pour créer une présence sur ce terrain. Mais la Turquie a apporté comme solution, entre autres,
au fait, pour pouvoir éviter cette épuration ethnique, d'assurer avec les autres alliés une protection de cette région frontalière qui fait 98 km. Donc la Turquie n'a jamais eu une quelconque indulgence par rapport à Daesh pour lutter contre le PKK. Elle n'a en tout cas pas eu de solidarité à des moments clés. On se rappelle tous de Kobané. Donc c'est quand même, il y a eu quand même une attitude. Alors, peut-être qu'il y a eu un mauvais calcul, tout simplement. Vous faites très bien de parler de Kobané. On ne va pas revenir sur Kobané. Alors, vous en avez parlé. Kobané, c'est la Turquie qui a sauvé les 200 000 civils de Kobané. Très tard. Alors, attendez, on va pas revenir sur Kobané. Le deuxième jour, la Turquie a sauvé les 200 000 civils de Kobané. Vous avez permis le passage, en tout cas, jusqu'à la frontière turque, mais la Turquie n'est pas intervenue, en tout cas militairement, pour sauver Kobané. Voilà ce qu'on peut dire. Parce que le droit international ne l'autorisait pas. Je voudrais qu'on avance sur l'attentat. Ariane Bonzon, au nom de la sécurité, est-ce que le président Erdogan peut en profiter pour encore un nouveau tour de vis autoritaire? On sait que les médias sont muselés en Turquie. Il y a des rédacteurs en chef de journaux d'opposition qui sont traînés aujourd'hui en justice. Des médias qui n'ont pas été autorisés aujourd'hui de couvrir justement l'attentat à Istanbul. Est-ce qu'on peut craindre un nouveau tour de vis autoritaire de la part du président Erdogan, se servant justement de la question sécuritaire? Ce servant, il est obligé de toute façon. Il se repose sur un État ultra sécuritaire. Son État est très fragilisé. Il a quand même 3 fronts. Le premier front, c'est contre les Kurdes. Le second front, c'est maintenant effectivement contre l'État islamique. Et puis il a un 3e front dont il nous parle souvent, qui est la lutte contre l'État parallèle. Or, qu'est-ce que c'est cet État parallèle? C'est ce qu'on appelle le mouvement Gülen, qui était extrêmement présent au sein de l'État, en particulier au sein de la police. Et le président Erdogan, enfin un Premier ministre à l'époque, a fait des grandes purges au sein de l'État, au sein de la police, qui expliquent peut-être en partie la difficulté de travail de renseignement, de travail de police. Alors, on ne va pas donner des leçons, parce que nous-mêmes, en France, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu des grosses défaillances de sécurité aussi, on a vu les attentats, et c'est une sacrée histoire. Mais en Turquie, il y a 3 fronts différents, hein, et c'est énorme. Donc, il y a une mobilisation de tous les côtés, et ça explique effectivement qu'il faut que le discours tout sécuritaire. Ali Onaner, pourquoi les journaux, les médias n'ont pas été autorisés à couvrir cet attentat? Alors, même s'ils sont arrivés quand même à le faire, hein, pour certains, mais en tout cas qu'il y ait eu une directive de la part des autorités turques disant on ne veut pas que vous couvriez ces attentats. C'est très simple. C'est un outil de lutte contre le terrorisme comme un autre. Vous le savez, vous avez l'expérience aujourd'hui en France. Les gouvernements peuvent avoir besoin d'outils forts pour lutter contre un risque terroriste qui est fort. Alors, c'est exactement le contraire qui se passe en France. Au contraire, c'est dans tous les journaux, on rend hommage à toutes les personnes qui ont tué, on multiplie les explications, les enquêtes. C'est le contraire de ce qui se passe en Turquie. Les outils utilisés en France peuvent être différents, mais vous ne pourrez pas me contredire que la France a dû adopter des outils plus fort qu'avant. On parle de la liberté de la presse, là. Enfin, oui. Pas seulement de la liberté de la presse. C'était la question, Ali Onaner. Je parle des outils de lutte contre le terrorisme. Et cet outil mais de museler la presse, museler n'est pas le bon mot. D'interdire à la presse de couvrir un attentat, est-ce que c'est un outil de lutte contre le terrorisme? Je vous explique pourquoi c'est un outil. C'est une interdiction temporaire qui vise à permettre de conclure l'enquête plus rapidement et dans le secret. Et ça a un deuxième objectif. Ensuite, on peut critiquer. Donc c'est une loi qui existe en Turquie, qui est conforme aux obligations internationales de la Turquie, mais on la critique en Turquie aussi. C'est une liberté. Et il y a une liberté d'expression totale pour soutenir ou critiquer cette loi. Mais cette loi est utile, je vous le disais, pour que l'enquête puisse être menée rapidement et dans le secret, et pour aussi empêcher que les organisations terroristes profitent des moyens des médias pour compléter leur propagande. Très rapidement, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat, une question pour l'un et pour l'autre. Ariane Bonzon, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler très clairement d'une exportation du conflit syrien sur le territoire turc? Oui, je crois. Oui. Du conflit, des sympathies. Hein, il y a beaucoup de cellules dormantes. Il y a quand même, les chiffres sont sujets à caution, mais enfin, il y a quand même au moins 1000 Turcs qui sont partis dans l'État islamique. Il y a beaucoup de... la frontière est mieux contrôlée qu'avant, c'est vrai. Ça n'est plus autant une passoire, mais enfin, elle reste extrêmement traversable. Il y a toute l'infrastructure, toute une logistique qui reste en territoire turc pour l'État islamique. Alors, en même temps, l'État turc a des contacts avec l'État islamique.
Et peut-être qu'un jour, si un jour il faut négocier, on sera peut-être pas mécontent d'avoir la Turquie. Hein. Il faut peut-être l'intermédiaire, le médiateur peut-être de négociation. Si on regarde très loin, bon, ça paraît un peu surréaliste de dire ça maintenant, mais bon, oui, voilà. Je pense que l'attentat d'aujourd'hui montre l'absurdité de ce que vous dites quand vous dites que la Turquie a des contacts avec Daesh. Je m'excuse. Comment vous avez fait pour négocier la libération des 49 otages du consulat? La Turquie n'a pas négocié avec Daesh. En Irak, c'était une prise d'otages en Irak. A utilisé les mêmes moyens de libération d'otages que les Américains utilisent, les 180 que la France prisonniers utilise. Libérés, les moyens utilisés libérés. pour la libération d'otages sont identiques parmi tous les alliés membres de l'OTAN. Quand je dis contacts, ce n'est pas des contacts officiels, Président. Vous avez savez très bien qu'il y a de libération d'otages. Je vous explique que c'est la même chose quand la France et les États-Unis ont des otages. Une toute dernière question, Ali Onaner, pour vous. Il y aura une réunion normalement le 25 janvier pour une reprise des pourparlers entre le régime syrien et l'opposition après cet attentat à Istanbul. Est-ce que le gouvernement turc va infléchir sa position quant au sort de Bachar el-Assad? Est-ce que Bachar el-Assad peut faire partie de la transition? Parce que trouver une résolution au conflit syrien, c'est peut-être à l'avenir éviter en tout cas ces attentats sur le territoire turc. Alors la Turquie reste convaincue que n'importe quelle élection où l'ensemble des Syriens pourront librement s'exprimer assurera le départ immédiat de Assad. Donc, partant de cette constatation, de cette estimation, il est inutile de discuter aujourd'hui qui souhaite le départ de Assad quand. Il n'y a pas d'ambiguïté par rapport au fait que la Turquie, comme la France d'ailleurs, a soutenu le départ de Assad immédiatement pour qu'une paix puisse être atteinte. Mais si le processus de résolution de cette crise syrienne nécessite que Assad puisse rester quelques jours de plus sans avoir aucune autorité de manière à nuire sur le processus, ça ne sera pas un élément pour empêcher une résolution du processus. Il y a une légère petite inflexion quand même de la Turquie. Merci beaucoup, merci Ali Onaner d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup Ariane Bonzon. Je vous retrouve dans un instant pour le rappel des titres et le second débat de la soirée sur France 24. On parlera de ces agressions sexuelles contre des femmes à Cologne, agressions sexuelles commises par des migrants. Et ça, aujourd'hui, évidemment, c'est un scandale qui a des répercussions également politiques et qui met en difficulté la chancelière allemande Angela Merkel. A tout de suite.